qui va réunir, en fait, ces profils-là, c'est le désir de toujours penser. C'est pour ça qu'eux appellent les phylocognitifs, qui est le désir de penser, l'amour de penser. Donc, fait que ça spinne dans la tête. Ça spinne tout le temps. Mm-hmm. Tout le temps. Mon chum, il est crampé parce qu'il est convaincu que j'ai ça. Là. J'ai aucun diagnostic, mais tu sais, c'est ça. Je me reconnais là-dedans, mais je sais pas, j'imagine tu peux ne pas avoir nécessairement de douance de TDAH puis tout le temps avoir une pensée qui spinne. Je sais pas. Mais j'ai quand même une couple de symptômes. Là. Je me suis déjà fait dire que tu pouvais faire le lavage et ne penser à rien d'autre que de plier ton linge. Mais tu vois, tu m'as dit ça quand on avait jasé. Puis là, j'ai dit ça à ma mère en me disant, elle va me dire, ben voyons donc. Puis elle était comme, ben ouais, moi, je fais le lavage. Puis là, j'ai capoté. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, du monde du travail et d'innovation sociale. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie, l'animatrice de ce podcast aussi. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir une collègue entrepreneur qui est elle aussi consultante, Mélissa Saint-Louis. Mélissa, elle a fondé l'entreprise Kaenda il y a plus d'1 an déjà. Et puis, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment pour ses valeurs. Vous le savez, c'est des choses importantes, mais aussi pour ses idées, ses perspectives sur le monde du travail. Mélissa, c'est une femme qui est vraiment inspirante. Si vous la suivez sur LinkedIn, vous avez une idée aussi de la créativité dont elle fait preuve. Donc, j'étais vraiment contente de la recevoir au podcast. Elle anime aussi le podcast Les Neurodivertissantes, entre autres avec Solène Métayer, qu'on a reçu au podcast dernièrement, que j'apprécie aussi beaucoup. Et avec Fran Delhomme, que je ne connais pas encore, mais bon, c'est sur ma to-do list de cet été de la contacter parce que j'aime bien leur podcast. Honnêtement, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller faire un petit tour du côté des Neurodivertissantes. Vous allez tomber sous le charme de ce podcast, j'en suis certaine. Puis aujourd'hui, vous allez avoir un bel aperçu parce que c'est une thématique qui est très liée justement au sujet qu'elles abordent. On va parler de douance avec Mélissa. On a aussi beaucoup parlé de TDA, TDAH. On a parlé aussi de sujets qui sont peut-être moins liés d'emblée ou de façon spontanée, j'ai envie de dire. Mais Mélissa va nous expliquer comment elle voit le lien entre tout ça. Puis vous allez voir, ça fait plein de sens. Donc, on a touché à la marque employeur et au coaching de gestionnaire aussi. Tout ça, encore une fois, en lien avec la douance et la neurodivergence. Donc, je suis très contente de vous présenter Mélissa. Et juste avant, de vous remercier encore une fois d'être à l'écoute chaque semaine. On adore ça, savoir que vous nous suivez encore après plus d'1 an d'épisodes. On prépare plein de stocks. Là. En ce moment, on est dans la préparation de la prochaine saison. On va prendre un petit break durant le mois de juillet et après, on va revenir à chaque semaine au mois d'août. Puis, on a déjà un beau line-up là, d'invités et de sujets, donc je suis très emballée. Là-dessus, je vous laisse en compagnie de moi-même et mon invitée, Mélissa Saint-Louis, la fondatrice de Kaenda. Allô, Mélissa Saint-Louis. Allô, ben écoute, merci de me recevoir, puis je suis contente. Je suis pas habituée d'être en visite. D'habitude, c'est moi qui reçois la visite dans mon podcast. Comment tu te sens de l'autre côté du micro? Je suis comme gênée. Mais voyons donc, arrête c'est correct, ça va passer. Et ça a bien allé, la pression de rouler le show puis d'attacher sur moi, fait que laisse-toi porter. Puis, c'est ça, je te fais confiance. Oui, ça va bien aller. Fait que je suis super contente parce qu'on a plein de sujets d'intérêt en commun, puis en plus, t'es une super bonne vulgarisatrice, fait que je pense que les auditeurs vont avoir vraiment un bon show. Puis on va parler d'un sujet qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci, qui fait aussi partie de tes services en business. On va parler de douance, hein, dans le fond, qui est sur le spectre. C'est-tu sur le spectre? Non. Hein? On va dire plus un continuum. Oui, c'est ça. Continuum de la neurodiversité, oui. C'est ça, c'est dans la neurodiversité. Et puis, on va parler aussi juste avant de plonger vraiment dans ça, j'aimerais ça parler de ton parcours à toi puis de tes services conseils, juste pour que les gens connaissent Kaenda. Parce que t'offres ça, entre autres, comme service, mais t'offres d'autres choses. Oui, c'est ça. Ben, oui, quand j'ai décidé de me lancer, en fait, c'est ça, j'étais en entre-deux. Bon, pandémie amène tout ce que ça apporte. Puis, je trouvais pas nécessairement ma place dans des entreprises comme je la voulais. Puis, à ce moment-là,
j'avais besoin d'être en mesure de pouvoir parler de neurodiversité, de pouvoir m'assumer comme personne neurodivergente, puis de pouvoir faire avancer le discours autour de ça. Puis quand je passais des entrevues avec des films, bon, ben à ce moment-là, soit que les gens étaient comme curieux ou tout d'un coup, c'était comme s'il y avait un troisième œil qui venait de me pousser dans le front. Puis là, j'étais rendue l'espèce de bit weird que, ouf, on touchera pas trop à ça, on sait pas c'est quoi. OK. Fait que je sentais pas que le monde était en mode curiosité, puis amenons ça dans nos services, puis amenons ça de l'avant. Puis là, ça me faisait réfléchir de voir, bon, ben comment est-ce que moi, je peux faire changer des choses. Puis j'avais aussi posté dans une entreprise vraiment cool que, pour de vrai, je les suis, puis j'adore vraiment tout ce qu'ils font, mais j'ai réfléchi, puis je me suis dit, je vais juste changer une entreprise. Si je fais ça, puis si je me lance à mon compte puis que je fais confiance à mon petit gut feeling que j'ai peut-être pas assez écouté dans ma vie, ben à ce moment-là, je vais pouvoir peut-être polliniser puis changer plus d'organisation autour de moi. Fait que ça a été un peu une des sparks qui m'a aidé à vouloir me lancer à mon compte. Puis à ce moment-là, je me disais, bon, ben dans tout ce que j'ai fait, parce que bon, j'en ai fait un paquet d'affaires, mais qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que je suis bonne, puis que je peux vraiment amener une valeur, puis que le marché a besoin. Puis là, je me suis dit, OK, marketing, marque employeur, marketing RH, tout ça. Pénurie de main-d'œuvre, je me suis dit, bon, ben c'est là que ça fait mal, c'est là qu'il faut capitaliser. Mais en même temps, d'avoir ce discours-là autour de la neurodiversité, c'est important pour moi d'avoir ce moteur social-là, de pouvoir déstigmatiser, détaboutiser. Si je l'invente, j'ai inventé. Ça sonne bien. Ça sonne bien, hein, c'est parfait. On niaise dans mon podcast, on dit des milisaïstes. Là. Comment les faire amener ensemble, puis comment être en mesure de prendre le marché là où il est sans nécessairement le brusquer dans quelque chose qui n'est pas prêt, parce qu'on s'entend neurodiversité au Québec, diversité en général, c'est ça, c'est nouveau dans le discours. Fait que de se lancer dans le vide avec quelque chose d'aussi risqué, pour moi, c'était un peu complexe, mais de me dire, bon, ben, au niveau de la marque employeur, tout ça, ça fait 10 ans que j'en fais, j'adore ça, c'est parfait. C'est juste parfait. Puis, parallèlement à ça, bon, il y a aussi l'aspect coaching professionnel qui est venu dans ma vie à un moment où quand moi, j'ai eu mes évaluations, mes diagnostics, je cherchais un complément de soutien parce que, bon, quand tu es gestionnaire, quand tu travailles en organisation, ça ne veut pas dire nécessairement que, mettons, tu vas voir un psychologue qui va comprendre la réalité du travail. Puis, je cherchais vraiment à ce moment-là, dans ce temps-là, un ou une coach qui aurait pu m'aider à naviguer dans cette découverte-là de moi à ce moment-là, puis dans la réalité que j'avais en tant que gestionnaire. OK. Puis ça avait été super long à trouver quelqu'un. J'ai attendu, je me suis dit, OK, il y a clairement un manque sur le marché. On a besoin de plus de soutien. Puis c'est un fait, en fait, que sur le marché en ce moment, pour la communauté neurodivergente, mais si tu n'es pas dans une situation de handicap qui est plus lourde, ben tu peux pas être pris en charge par des programmes. Tu sais, ils ont seulement la capacité, généralement, d'accompagner des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés. Et encore, c'est ça. Tu sais, tu sais exactement de quoi qu'on parle quand on parle de ça. Fait que d'apporter ce soutien-là, mais de le faire passer par le côté de l'organisation avec cette compréhension-là de, bon, ben tu veux être un employeur attrayant, tu veux attirer les meilleurs chez vous. By the way, la neurodiversité est un bassin inexploité de gens dont on gaspille les talents généralement pour plusieurs raisons. Il y en a beaucoup qui sont même pas en emploi, surtout quand on parle des personnes autistes. Puis après ça, ben, tu sais, si tu veux attirer toutes ces bonnes personnes-là puis leur offrir les outils dont ils ont besoin, ben peut-être que ça prendrait du coaching. Oui. T'sais, de dire, bon, ben on apprend à parler le même langage, on apprend à comprendre les besoins de part et d'autre, puis on apprend à donner les outils à ces personnes-là. En fait, pas de les donner, parce que il y a personne qui veut se faire neurosplainer, là. Tout le monde s'est fait dire, as-tu pensé à faire une liste? Genre, non. Fait que d'aider ces personnes à découvrir leur propre mécanisme, de découvrir leur propre force, puis d'amener ça dans l'organisation. Fait qu'en bout de ligne, c'est l'employeur qui en bénéficie aussi. Fait que, dans le fond, c'est que la pierre angulaire un peu de tes services, c'est autour de la neurodiversité. Mais tu fais pas juste t'arrêter à comment je peux dire, à expliquer, puis à faire des formations, puis à sensibiliser. Tu t'aides vraiment les gens concrètement à travers du coaching, à travers la marque employeur, à faire de la place à ce bassin de talent. Là. Dans le fond, c'est ce que j'en comprends un peu. Oui, puis d'une autre part, en même temps, comme le marché n'est pas vraiment prêt, c'est plus de rentrer du côté de la marque employeur puis de dire, hey, t'as de la misère à recruter, t'as de la misère à trouver du monde, ton monde, ils s'en vont.
bien, qu'est-ce qui fait que le monde y part? Qu'est-ce qui fait que tu as de la misère à attirer? Qu'est-ce que tu préfères pour attirer? Puis est-ce que si tu veux te mettre dans une posture inclusive, le fait justement d'attirer des personnes qui sont neurodivergentes, puis encore là, je le dis comme ça parce que moi, c'est la communauté que je représente, mais quand on est inclusif, on va inclure tout le monde, right? Sinon, c'est de la sélection. Fait que de dire, bon, ben si tu es capable de te mettre en posture inclusive, peut-être que tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à attirer des personnes. Puis si tu es capable d'en prendre bien soin, tu vas être capable de les retenir à l'interne. Fait que c'est d'avoir un moyen concret puis efficace de pallier un problème. Puis quand tu es dans les premiers à le faire, mais c'est un avantage compétitif. Ça donne un avantage compétitif, exactement. Puis tu as parlé du continuum. Moi, j'ai dit le mot spec à cause du thème associé pour moi, spec de l'autisme, mais tu as raison, là, on parle plus large encore, le continuum de la neurodiversité. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a sur ce continuum-là? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est neurotypique ou neuroatypique? Ben oui, puis la meilleure façon de le comparer, c'est vraiment, tu sais, en fonction de ce que, tu sais, Ruth Clark, qui est la mère fondatrice de la neurodiversité, c'est elle qui a déterminé le terme précis. Tu sais, c'est comme dans la nature. La biodiversité, elle est partout, elle est nécessaire à la survie de toutes les espèces. Bien, la neurodiversité, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de cerveaux. Tous les cerveaux différents vont ensemble pour créer un tout qui est notre société, qui est notre intelligence collective. Maintenant, dans ce continuum-là, il y a une norme, en fait, qu'on va appeler une norme neurotypique, qui sont les personnes qui fonctionnent relativement de la même façon. Mais à l'intérieur de ce bassin neurotypique-là, tu as quand même des variations. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est pas neurotypique versus neuroatypique. C'est vraiment, il y a comme une espèce de continuum. C'est pour ça qu'on va dire continuum. Puis après ça, ben, on a à peu près c'est dur de sortir des chiffres exacts parce que c'est des sciences sociales, puis c'est toujours en évolution, mais environ un 20%, on va dire, de personnes qui sont cognitivement significativement différents de cette norme-là. Puis là, bien, ces profils-là, on va dire qu'on a la douance, le TDAH, la dyslexie, tous les profils 10, en fait, la dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphagie. Puis là, si je dis pas en ordre, j'ai peur, syndrome de la Tourette, autisme, évidemment. Puis TDAH, je l'étudie? Oui, je pense que oui. Je pense que je les ai toutes. C'est ça, quand j'ai dit pas en ordre, c'est ça qui arrive. Mais, fait, grosso modo, ces profils-là sont des profils neurocognitifs différents pour différentes raisons. Puis, on va généralement reconnaître dans ces profils-là des capacités très hétérogènes en termes de force et de défi. Puis là, généralement, c'est là qu'on va tomber, à part le profil de la douance, puis on pourrait y revenir après, mais on va tomber dans ce qu'on appelle le spiky profile. Puis les zones de défi, en fait, pour les profils, par exemple, TDAH, autisme, dyslexie, ce qui est considéré, entre gros guillemets, des troubles de l'apprentissage, au sens de la loi, sont considérés comme des handicaps. Donc, ces zones de défi-là, en fait, sont des handicaps invisibles. Fait que la capacité, surtout au niveau des fonctions cognitives, la capacité de s'organiser, la capacité de gérer les priorités au niveau souvent de la gestion des émotions. Il peut avoir... Se concentrer aussi. Ça vient que c'est plus difficile. Puis, il y a des grandes forces, généralement, qu'on va voir au niveau de la capacité de voir en 3 dimensions, la capacité de créativité, d'innovation, écoute, il y en a beaucoup, mais ça va... Généralement, ces compétences-là, ces forces-là, c'est difficile d'y accéder quand on est toujours en train d'essayer de régler les défis. OK. Fait que c'est un peu le bon miser sur ses forces versus tout le temps travailler sur ses faiblesses, mais là, décupler parce que les défis sont plus présents, puis on a peut-être moins accès encore aux forces comme ça. Exemple, dans un milieu plus traditionnel comme à l'école. Oui. Par exemple, où là, il y a moins d'espace pour que la créativité s'exprime, par exemple. C'est ça. Puis, tu sais, tu vois, dans le domaine scolaire, puis encore là, c'est vraiment pas ma spécialité, fait que je veux pas parler à travers mon chapeau, mais de ce que je crois comprendre, c'est que, tu sais, l'accès à des façons d'apprendre différentes, puis le travail avec les orthopédagogues, tout ça, c'est des mesures adaptatives pour les élèves, les étudiants qui ont des défis comme ça. L'équivalent sur le marché du travail, est-ce qu'il y en a un? Pas tant. Effectivement. Fait que ce gap-là, de quand tu passes de l'école au travail, peut être assez violent, généralement, pour les personnes neurodivergentes. Oui. Puis des fois, je pense que ça fait... ça fait toute la différence. Là, j'ai parlé avec des gens, par exemple, qui ne savaient pas... ils ont une mesure adaptative pour un examen, puis là, tout d'un coup, ils se mettent à avoir des super bons résultats scolaires, alors qu'ils ont toujours eu de la difficulté à l'école. Fait que ça fait quand même toute la différence entre avoir le contexte pour réussir ou avoir de la difficulté, là. Fait que... Exactement. Puis vu que c'est des handicaps invisibles, bien souvent, on va peut-être moins y accorder d'importance ou se dire, bien, dans cette notion de capacitisme-là, bien,
soit qu'on se le dit à soi-même ou que quelqu'un nous dit, ben t'as juste à travailler plus fort ou j'ai juste à travailler plus fort. Mais des fois, c'est que ça devient de l'acharnement sur quelque chose qui, de toute façon, est. La personne, par exemple, qui a une jambe en moins, ben vous essayez de marcher tant qu'elle veut, elle risque d'avoir besoin d'une béquille ou d'une prothèse ou du... fait que c'est le même principe, c'est juste qu'on ne voit pas, que c'est invisible, que c'est mal compris, que les gens croient que c'est surdiagnostiqué. Fait qu'il y a beaucoup de tabous puis de stéréotypes autour de ça pour beaucoup de raisons. Puis c'est pour ça que c'est important d'être capable d'en parler de façon très ouverte puis juste de dire, écoute, Mais 20% de la population, c'est quand même c'est ça. Beaucoup de monde. Là. C'est beaucoup de monde. Puis on pense que c'est 20%, mais encore là, on a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées sur le tard parce que les enfants ont un diagnostic maintenant à l'école. Fait que là, il y a souvent une grande composante génétique. Fait que les parents, par défaut, font comme « Ah, mais j'étais comme ça, moi, quand j'étais jeune. » Puis là, ils vont se faire évaluer ou il y a certaines cliniques qui vont prendre la famille au complet quand ils évaluent un des enfants. Ah ouais, OK. Oui. Tu vas avoir aussi des personnes qui... puis tu sais, je m'inclus dans cette situation-là, mais quand que tout d'un coup, il y a un événement de la vie qui fait que c'est comme la chose qui était de trop, qui fait que tu n'es plus capable de compenser ou d'hypercompenser. Dans mon cas, c'est quand j'ai eu un enfant. Tu sais, avant, c'est sûr que c'était exigeant. Probablement, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'ai eu un enfant, ça a été la chose de trop pour mes fonctions exécutives qui a fait que le reste, tout pris bord un peu, tu sais. Puis là, on va décrire un peu, parce que là, tu as un profil de douance, fait qu'on décrira un peu plus ce que c'est tantôt, mais essentiellement, quand tu dis je compensais, c'est que tu pédalais en arrière pour t'organiser, pour arriver, pour que tout arrive, fait que tu travaillais super fort, plein d'heures, j'imagine. Puis à un moment donné, tu avais peut-être juste plus ce jus-là quand tu es devenue maman, c'est un peu ça? Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, moi, je m'identifie maintenant comme étant neurodivergente. J'ai pas seulement qu'une douance. Je suis 3S en fait. Fait que j'ai douance et TDAH, les deux ensemble. Fait que c'est comme si tu étais tout le temps en train de pédaler. T'es comme trop intelligent pour avoir l'air TDAH, mais assez TDAH pour pas avoir l'air si intelligent que ça. Fait que, tu sais, moi, quand on m'a dit, ça serait peut-être le temps, tu devrais peut-être regarder ça. Puis là, je regarde les deux, je suis comme, mais non, ça jive pas. En tout cas, fait que j'étais quand même faire des évaluations pour voir, puis finalement, tu sais, c'était exactement ça. Mais justement, des fois, il y a quand même souvent un lien, parce que là, j'écoute votre podcast, fait que je répète des affaires que j'ai entendues, mais il y a souvent un lien, il peut avoir un profil double, ou là, tu sais, quelqu'un qui a de la douance, a du TDAH, mais pas tout le temps. Veux-tu expliquer un peu les deux? Tu peux être juste TDA, pas TDAH, explique. Oui, c'est ça, puis... Tu vois, dans le podcast, Fran, qui a cité son ami, parce que là, on essaie de bien citer les gens, mais c'est vraiment cette notion-là de... C'est comme si on était un verre d'eau, puis que là, tu mettais des gouttes de colorant dedans, puis que tout se mélangeait. Fait que tu peux avoir une petite goutte de TDAH, une petite goutte de ci, une petite goutte de ça, qui fait qui tu es. Fait que la douance, en soi, est une évaluation. Puis comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est pas considéré comme un handicap, c'est considéré comme une force. Fait que tu vas avoir une évaluation de douance, mais tu n'auras pas un diagnostic de douance. C'est pas la même chose. Puis c'est vraiment... en tout cas, on pourra peut-être embarquer un peu plus là-dedans, mais c'est le bout un peu nébuleux. Tu sais, la douance, on en parle beaucoup. C'est pas trop clair c'est quoi pour tout le monde de la même façon. Mais vas-y donc, embarquons. On ira dans le TDA après. On ira là-dedans après. Fait que la douance, si on se fie vraiment à ce qui est le plus généralement reconnu, on va se fier au principe généralement de Renzulli, qui, dans le fond, établit, puis là, j'essaie de vous faire un dessin visuel auditif. Mais bon, voyons ce diagramme de Venn-là à 3 bulles qui s'interrelient. Puis chacune de ces bulles-là, il y en a une qui est la créativité, une qui est l'engagement, puis la troisième qui est les capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. Quand tu mets les trois ensemble, tu as une manifestation de douance. OK. Fait que ça veut dire que tu n'es pas nécessairement en situation de douance 24 heures sur 24. Tu vas avoir probablement des traits ou des manifestations généralement reconnues qui vont faire que, même si tu n'es pas dans ta zone, on va dire, de génie, là, pour appeler ça d'une certaine façon, tu sais, souvent, ça va se refléter en, tu sais, t'es pas capable d'arrêter de penser. C'est comme si le hamster, il était tout le temps en train de spinner du matin au soir, même la nuit. Fait que... Puis il y a la pensée en arborescence aussi, je pense, c'est quand même typique. Veux-tu l'expliquer un peu? Oui, bien, écoute, la pensée en arborescence, c'est pas un principe qui est scientifiquement prouvé / reconnu. Je dirais que c'est plus, dans ce que je lis, quelque chose qui est généralement relayé de par les personnes, tu sais, quand on va parler de l'aspect testimonial de la chose, ou c'est la façon
qu'on l'exprime généralement, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui vont dire que c'est de la pensée en arborescence. Okay. Par contre, ça peut être vraiment similaire à ce qu'on va appeler de la pensée. Souvent, ça peut ressembler à la pensée divergente versus la pensée convergente. Fait que c'est cette capacité-là à sauter d'une place à l'autre puis à faire des liens avec des affaires qui semblent, à première vue, ne pas faire de sens. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va se faire tellement vite qu'on ne sait pas pourquoi qu'on arrive à une certaine conclusion X, ce qu'on va appeler généralement à ce moment-là de l'intuition. Puis, dans le cas, par exemple, si on fait le lien avec le TDAH, on peut être un profil TDAH puis avoir justement cet grand engagement-là, cette grande créativité-là, cette capacité justement à penser de façon non linéaire. Mais dans un cas d'une personne qui n'est pas TWICE, au niveau qui n'est pas TWICE, donc qui n'est pas TDAH et doué, ça va être au niveau de l'évaluation du QI qui va avoir une différence. OK. Puis là, dans le fond, c'est quoi les défis concrets? C'est bon, là, t'en as parlé, des fois, les idées partent un peu dans tous les sens, il y a peut-être une difficulté à focusser. Je sais pas, là, je mets des mots dans ta bouche. Veux-tu parler un peu des difficultés au quotidien? Tu sais, moi, je ne peux que parler pour moi, puis tu sais, j'ai pas nécessairement le profil typique. Puis quand on parle de profil typique douance, il y a quand même, on dit, là, il y a autant de neurodiversité qu'il y a de neurodivergence, de personnes neurodivergentes. Puis, tu sais, il y a un livre vraiment intéressant qui s'appelle Les phylocognitifs, qui reflète, eux, deux profils assez distincts en douance. Tu peux avoir les phylocomplexes et phylolaminaires. Fait que le phylocomplexe va plus ressembler à un profil, souvent vont plus être des profils TWICE aussi, mais des profils qui sont très, eux, ils vont dire c'est les ouvreurs de voie, c'est des personnes visionnaires, c'est des personnes qui ont plein d'idées, qui sont bons dans tout, puis qui pourraient tout faire, qui s'éparpillent un petit peu plus dans leur champ de compétences, les intérêts, etc. Puis tu as les phylolaminaires qui, eux, sont, je pense, beaucoup plus ce qui ressemble à notre compréhension de la douance, tu sais, le professeur en biologie, tu sais, des profils un peu plus linéaires qui sont un peu moins marginaux, je pense, dans leur façon d'être et d'agir. Donc ça, c'est comme généralement deux profils distincts, mais ce qui va réunir, en fait, ces profils-là, c'est le désir de toujours penser. C'est pour ça qu'eux appellent les phylocognitifs, qui est le désir de penser, l'amour de penser. Donc, fait que ça spinne dans la tête. Ça spinne tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon chum, il est crampé parce qu'il est convaincu que j'ai ça. J'ai aucun diagnostic, mais tu sais, c'est ça. Je me reconnais là-dedans, mais je sais pas, j'imagine tu peux ne pas avoir nécessairement de douance, de TDAH, puis tout le temps avoir une pensée qui spinne. Je sais pas. Je sais pas. Mais j'ai quand même une couple de symptômes. Là. Je me suis déjà fait dire que tu pouvais faire le lavage et ne penser à rien d'autre que de plier ton linge. Mais tu vois, tu m'as dit ça quand on avait jasé, puis là, j'ai dit ça à ma mère en me disant, elle va me dire, ben voyons donc, puis t'es comme, ben ouais, moi, je fais le lavage, puis là, j'ai capoté. J'ai dit à mon chum, toi, ça t'arrive-tu? Ben ça, je m'en doutais un peu. Puis il a confirmé, puis là, je me suis mis à demander à plein de monde, ça t'arrive-tu de juste faire le lavage? Oh, excuse, j'ai craché. Puis de penser à rien, puis là, ben ouais, puis là, depuis ce temps-là, je suis un peu comme... tu m'as comme fait... Comme une boîte de Pandore. Ouais, c'est ça. Mais bon, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent qui sont comme, mon Dieu, mais moi, ma pensée ne s'arrête jamais non plus. Est-ce que peut-être j'ai un profil doué ou TDA, peut-être? Peut-être. Écoute, c'est difficile à dire. Puis, tu sais, moi, je suis zéro en position de diagnostiquer ou évaluer quiconque. Non, le but, c'est vraiment juste d'en discuter puis de donner le droit de parole aussi aux personnes en dehors de ce qu'on retrouve en termes de recherche. Puis, l'autre point un peu plus difficile avec la douance, c'est ça, c'est qu'au niveau de la recherche, c'est plus complexe. Puis là, tu vois, juste en 2021, ils ont sorti un premier livre qui, selon moi, devrait être la Bible en termes de référence sur la douance, qui a été vraiment balisé, je pense, auprès de 85 professionnels à travers le monde pour avoir quelque chose de consolidé pour décrire c'était quoi la douance et où le haut potentiel. Parce que sinon, on voit beaucoup des études à gauche, à droite, beaucoup de livres sur le marché qui sont basés sur des vécus ou basés sur l'expérience clinique. Fait que dans le fond, un neuropsy ou un psychologue qui va écrire un livre sur la réalité des personnes douées. Mais c'est pas une étude empirique. C'est ça, c'est pas des études empiriques. Puis souvent, oui, ça va venir sonner des cloches. Puis, tu sais, on en parle souvent, le livre « Trop intelligent pour être heureux » de Jeanne Séofachin. C'est comme l'espèce de livre d'entrée. Tu le lis, puis là, tu te reconnais ou pas. Puis... Mais il y a cette espèce de les doués sont en souffrance perpétuelle. Puis, parce que c'est sûr que ceux qui vont te consulter, ils filent pas.
C'est pour ça qu'ils vont consulter. Ça veut pas dire que tous les doués sont comme ça. Puis après ça, au niveau de la recherche, il manque un peu, des fois, ce reflet-là. Fait que de combiner les deux puis avoir cette réalité-là, un peu 360, elle est très difficile. Surtout que là, la douance, c'est ça, c'est pas nécessairement les mêmes critères d'une place à l'autre. Fait que c'est ça, c'est la partie un peu très nébuleuse. Puis, tu vois, en France, il y a beaucoup, beaucoup de discours autour de ça, autour de, justement, de la souffrance du zèbre. Puis, je suis... Oui, c'est ça. Il y a le zèbre aussi, qui est une façon de on va dire quelqu'un qui est très différent, marginal un peu. Puis... Je sais que la métaphore va plus loin. Il y a quelque chose avec les rayures, mais j'avoue, je me souviens plus. Là. C'est ça, tu sais, ça permet de se camoufler. Mais ça, c'est le terme, dans le fond, justement, de l'auteur Gencio Fachin qui a déterminé ce terme-là pour exprimer parce que, tu sais, c'est sûr que douance, haut potentiel, je connais pas grand monde dans les personnes douées qui sont comme... Je suis douée. Wow. Ouais. Souvent, ceux qui sont comme ça, c'est probablement parce qu'ils sont pas puis ils sont auto-proclamés. OK. Non, je généralise, puis j'aime pas ça généraliser. Mais je comprends ce que tu veux dire. Puis l'affaire, c'est que ça laisse supposer que c'est comme une intelligence supérieure puis une grande force, alors que c'est aussi un défi dans certains contextes. C'est juste comme... Tu peux être, dans ce que j'en comprends, très bon dans ta zone de génie. Puis là, après ça, t'arrives ailleurs, puis tu sais, t'as pas les mêmes moyens, là. Fait que c'est ce que j'en comprends. C'est ça. Ça peut être exactement ça. Puis ça veut pas dire que parce que t'as une très grande intelligence, que t'as tous les outils pour te dépatouiller dans une game politique organisationnelle. Oui. Tu sais, c'est... On en voit souvent des gens, tu sais, je pense à un prof dans notre vie, que Charles, tu sais, super intelligent, connaît tout par cœur. Puis quand il est dans sa zone de génie, je veux dire, c'est remarquable, mais... il peut pas conduire, là. Tu sais, parce qu'il y a pas c'est comme si son intelligence est très, très concentrée dans sa zone de génie, tu sais, finalement. Fait que des fois, il y en a des profils comme ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, tu sais, parce que là, tu sais, de combiner, mettons, l'appellation de la douance, qui est justement, comme on dit, selon les principes de Renzulli, c'est pas que le QI, parce que selon certains, tu peux avoir un QI de 145, mais ne pas être doué. Non, c'est ça, il y a la créativité. Vraiment intelligent. C'est ça. Puis tu peux avoir, par exemple, des profils, là, c'est plus un terme qui existe, mais par exemple, les profils Asperger qui étaient reconnus comme étant très intelligents également. Est-ce que c'est considéré comme de la douance? C'est tout ça qui reste à dépatouiller pour les spécialistes. Là. Il nous reviendra quand ils auront trouvé les réponses. Là. Mais ça peut se manifester de toutes sortes de façons. Puis des fois, on peut penser que quelqu'un est doué, puis finalement, il est peut-être autiste. Peut-être que, tu sais, dans le cas que tu mentionnes, c'est ça, c'est la personne, elle est vraiment très, très, très focus dans cette zone de génie-là, puis que tout le reste, c'est... Oui, c'est pas tout le reste. Bon. Oui, c'est un papa, puis tout ça. Là, c'est quelqu'un quand même, mais tu sais, il y a des zones où il est juste pas fonctionnel. Ou... C'est ça, ça peut être... Tout le monde est différent, puis ça peut être tellement complexe à la fois. Mais c'est ça, tu sais, par rapport à ces forces-là, ça va aider à beaucoup de choses, mais dans la société où ce qu'on vit, puis quand on parle de neurodiversité puis d'inclusion de la neurodiversité, mais c'est de se dire, OK, si la personne, elle pense différemment, elle réagit différemment, c'est... Comment est-ce qu'on fait pour inclure cette personne-là dans ce qu'on considère comme étant la norme neuronormative? Puis là, c'est là qu'on rentre dans les organisations puis les entreprises, puis de se dire, bon, bien, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vivent comme défi? Qu'est-ce qu'elles ont comme force? Puis comment est-ce qu'on accommode puis qu'on apprend juste à valser tout le monde autour de ça? Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret? Mettons qu'on est dans une réunion, dans le monde du travail, puis il y a des personnes neurodivergentes autour de la table ou une personne. Ce serait quoi une situation typique qui pourrait arriver? Et puis comment on pourrait baliser les choses pour que ça se passe mieux, mettons? Bon, par exemple, personne douée. Puis là, comme je dis, c'est des exemples parmi tant d'autres. Ouais. C'est ne pas... Ça, c'est plus le disclaimer pour l'auditoire. C'est à ne pas prendre pour un stéréotype, évidemment. Mais par exemple, une personne douée qui pose beaucoup de questions. Oui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Mais puis il va toujours poser plus de questions ou dans un brainstorm, il va arriver à la conclusion avant tout le monde, puis c'est réglé, tu sais. Puis là, tout le monde est comme, ben là, c'est parce que nous, on n'a pas le temps de processer pour se rendre jusqu'à cette information-là. Mais d'où sort-tu cela? Fait que dans une réunion, par exemple, ça peut se manifester comme ça, ou quelqu'un, par exemple, avec un TDAH au niveau de l'impulsivité, s'il y a plus de difficultés, quelqu'un qui coupe la parole, quelqu'un qui bougeotte beaucoup, qui shake la patte. Puis si je retourne à la douance, ça peut être aussi des personnes qui vont vouloir
qui vont... Là, j'ai juste le mot en anglais, double tasking. Faire de la multitâche. Tu sais, fait que va regarder des articles en même temps que l'autre parle, puis faire... puis en même temps, ce TDAH peut très bien faire ça aussi, là, plusieurs choses en même temps, puis ça dérange le monde. Le monde pense que tu l'écoutes pas, que tu manques de respect, que ci, que ça. Je me remets dans le temps où j'allais à l'école, là, une prof qui me disait, ben ça m'insulte que tu dessines dans mon cours. Puis je suis comme, mais j'ai-tu les meilleures notes de la classe? Puis elle me dit oui. Je dis, ben c'est ça. J'ai besoin de dessiner pour me concentrer. Ouais. Si je t'écoute, je vais m'endormir. Tu sais, j'ai fait tout mon bac à jouer au solitaire sur mon ordi. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, mais c'est où la part de OK, ben là, il faut se comporter comme socialement pour considérer le groupe, puis la part de ben là, des fois, le groupe peut aussi s'adapter à l'individu. Comment tu le vois, ça, toi? Mais c'est ça, c'est dans cette posture d'inclusion-là où ce que les gens vont assumer que quelqu'un est malveillant ou que quelqu'un est mal poli ou que quelqu'un n'est pas à l'écoute. On assume rapidement des choses, on fait des raccourcis dans nos têtes. On fonctionne comme ça, c'est un peu un mécanisme de survie, c'est humain. Mais là, de se questionner puis de dire, OK, en ce moment, la personne devant moi, elle fait quelque chose qui, pour moi, ne semble pas la norme. Est-ce qu'il pourrait avoir autre chose que ce qui me vient en tête en premier? Puis est-ce qu'on peut discuter autour de ça? Après ça, c'est pas tout le monde qui sait son profil, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'en parler. Il y a beaucoup de monde qui vont masquer, hyper compensés, qui vont... quand on parle de la douance, on va parler aussi beaucoup de la création du faux self, fait qu'avoir cette présentation de soi qui correspond à la norme. Puis ça, bien, c'est des comportements, justement, pour se fondre dans la masse, souvent inconscients ou conscients, mais je dirais beaucoup plus souvent inconsciemment qu'autre chose, qui vont être très énergivores en termes de... Tu sais, quand t'es pas authentique, que t'es pas toi-même, puis t'es tout le temps en train d'essayer de checker qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que... T'es pas à ton plein potentiel. Que les autres pensent de toi, puis... C'est ça, t'es pas à ton plein potentiel pour réussir puis te donner le meilleur de toi dans ton équipe, pour ton employeur, pour tout. Fait que c'est ça, c'est en ayant cette posture-là d'ouverture, on se donne la chance de discuter, mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose qui se fait dans un environnement où on a une culture, par exemple, qui laisse pas place à l'erreur, une culture qui est très, très, très dans la productivité, la perfection. Tu sais, on en a beaucoup des organisations comme ça, mais quand on est dans une posture comme ça, il faut pas faire d'erreur, il faut pas mal paraître, il faut pas... Fait d'ouvrir ce discours-là... Ça pousse au mécanisme d'autocontrôle, je sais pas comment tu l'as nommé, là, mais de se mettre en posture, de fitter dans la norme, puis de se mettre la pression d'être parfait, là. Fait que là, tu sais, ne sachant pas, on peut questionner, tu sais, puis c'est souvent le réflexe que je vais encourager, c'est de dire, OK, mais... sans que ce soit accusatoire que ça, mais tu sais, dans une conversation, tu sais, j'ai remarqué que ça arrivait souvent que tu dessinais, puis j'étais curieuse de savoir, tu sais, comment ça t'aide, ou tu sais, d'y aller de façon plus... Peut-être que la personne, elle va s'ouvrir, puis qu'elle va dire, ah ben j'ai un TDAH aussi, ou ça, ou peut-être qu'elle va dire, ah ben ça m'aide à me concentrer. Puis là, tu peux dire, ben tu sais, juste pour être sûr, tu sais, que tu comprends tout, mais si la personne, elle atteint ses résultats puis qu'elle fait toutes ses affaires, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter que la personne n'est pas en train d'écouter. Il n'y a pas de flag qui se lève en disant elle fait pas qu'est-ce qu'elle a à faire. Oui. Penses-tu que la pandémie a amené plus d'ouverture à ça, avec le télétravail, puis les gens qui ont développé peut-être de nouveaux mécanismes, puis ça? Penses-tu que ça va amener comme plus de OK, là, je m'affirme, puis voici comment je travaille puis comment je fonctionne? Bien, il y en a eu beaucoup. Puis, tu sais, encore là, c'est vraiment basé beaucoup plus sur ce qu'on voit en termes de je m'excuse, j'ai juste les mots en anglais, mais de testimonials, tu sais, des témoignages des personnes. Fait que de dire, OK, bien, pendant un certain nombre de temps, j'étais chez nous, je n'avais pas besoin de masquer, j'avais pas besoin de, comme, gérer les interactions à la machine à café, puis le petit small talk qui me draine, puis toutes ces choses-là. Puis là, quand on revient dans un environnement de travail standard, régulier, quand tu enlèves le masque, là, c'est bien difficile de le remettre. Oui, parce que toi, tu l'as vécu aussi, là, tu sais. Ben, raconte donc un peu aussi ça. Ben là, je sais que c'est pas dans le contexte de pandémie. Je sais pas si tu avais fini... non, mais juste rapidement, c'est ça, c'est que les personnes, en fait, la capacité de recommencer à masquer est très difficile. Fait qu'il y en a qui vont peut-être vouloir s'assumer un peu plus, puis vouloir peut-être dire, bon, ben je suis comme ça, ou essayer d'une façon ou de l'autre. Ou il y a du monde qui vont dire, ah, ben ça paraissait pas avant, mais tout d'un coup, ça paraît que t'es TDAH, autisme, limite, tu sais. Fait que les collègues peuvent remarquer aussi un changement.
Oui, parce que la personne, elle se laisse plus dans sa zone de vérité, puis tout ça. C'est ça. Mais toi, tu l'as vécu. Est-ce que c'était en même temps que tu as changé de travail ou c'était avant de devenir entrepreneur? Non, c'était avant. Mais tu vois, moi, ça fait 9 ans que je travaille de la maison, 10 ans que je travaille de la maison. Fait que ça... Ouais, mais on était hipster, on le faisait avant que ça soit cool. Ça. Fait que non, tu vois, pour moi, la pandémie, pour ça, n'avait pas vraiment eu d'impact. Puis c'est ça, j'avais déjà, avant la pandémie, eu mes évaluations puis répondu à toutes ces questions existentielles-là. Sauf que quand j'avais à la maison mon mari puis ma fille puis que j'étais tout le temps avec du monde, là, tu vois, je me rendais compte que j'étais vraiment beaucoup plus épuisée là, à essayer de comme gérer mon enfant. Puis là, la petite était encore à la garderie à ce moment-là quand c'était arrivé. Fait que moi, je l'ai vécu comme différemment. Tu sais, la deuxième vague où ce que tout le monde était comme tanné, moi, j'étais comme « Yes, va-t'en à l'école, va-t'en travailler, j'ai la paix! » C'est clair. Fait que toi, dans le fond, t'avais déjà un peu cette habitude-là de concilier. Puis si on revient dans les organisations, comment on peut faire pour adapter un peu nos processus, parce que ce soit en télétravail ou en présentiel? Si je pense au cycle de l'expérience employée, comment... Puis je sais que toi, tu y réfléchis parce que tu fais de la marque employeur, mais comment on peut se montrer plus ouvert, inclusif, puis adapter, par exemple, processus de recrutement pour faire de la place? Oui, bien c'est ça. C'est dans chacun des processus qu'on peut venir chercher des façons d'adapter. Je te dirais, au niveau, tu sais, si on parle un peu plus des profils doués, je pense que là où ça va venir un petit peu plus impacter, c'est après le processus de recrutement, généralement de ce qu'on va recenser comme vécu par rapport quand on va parler de la justice procédurale au sein de l'organisation. Fait que les personnes douées ont généralement un très grand sentiment de justice. OK. Fait que cette importance-là d'avoir des processus à l'interne qui sont justes, qui sont équitables, qui font pas des... Tu sais, qu'il n'y a pas de contredit puis de non-sens. OK. C'est quand même très important parce que ça, c'est des choses qui peuvent venir grandement miner l'engagement de la personne. Fait que quand on est doué, généralement, tu vas passer du surengagement au désengagement total assez rapidement quand il y a quelque chose qui fait pas de sens, qui se produit puis qui vient vraiment chercher au niveau des valeurs. Là. Fait qu'il y a ça à prendre en considération. Aussi, au niveau de tout ce qui est le leadership dans les organisations, il y a cette espèce de pensée-là que... Puis là, on vient un peu à la notion des terminologies qui mélangent. Fait que, tu sais, il y a du monde qui vont dire « haut potentiel, les hauts potentiels de l'organisation versus haut potentiel intellectuel. » Ouais, high flyer versus HP. Là, fait que des fois, il y a des gens qui peuvent les mélanger, mais généralement, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes douées vont poser beaucoup de questions, vont... se remettre en question beaucoup plus, vont vouloir avoir beaucoup plus d'informations avant de prendre des décisions, va être un peu moins probablement sur la gâchette pour prendre des décisions, des choses comme ça. Fait que quand on regarde dans les profils de leadership qui vont croître dans l'organisation plus rapidement, ça ne sera pas nécessairement les personnes douées qui vont y aller parce que... puis là, on revient à un principe que j'adore, qui est la courbe Dunning-Kruger. Okay. Qui est la courbe de l'incompétence et l'incompétence consciente. Qui est généralement... Bon, si on fait une histoire courte, là, plus que tu en sais dans la vie, plus que tu sais sais rien. Mm-hmm. Puis dans cette courbe Dunning-Kruger-là, en fait, il y a une espèce de premier sommet où, quand tu commences à penser que tu le sais, avant de comprendre tout ce que tu sais pas, tu vas émettre beaucoup plus de confiance en toi, puis tu vas penser que tu le sais. Puis généralement, c'est ces personnes-là qui vont rayonner beaucoup plus. Puis ça, c'est un principe, en tout cas, c'est un livre excellent qui s'appelle « Why do so many incompetent men become leaders ?» Le titre est assez controversé, là, mais bref, le livre est vraiment excellent. Mais de dire que ces stéréotypes-là du leadership font que la personne qui va parler le plus fort, répondre le plus rapidement, être le plus proactif, va généralement être celui qui est le plus promu. Puis celui qui se questionne beaucoup va être perçu comme étant incertain et n'étant pas un bon leader, alors que lui, il sait juste toutes les variables qu'il a à prendre en considération pour prendre une bonne décision. Fait que là, après ça, on peut se ramasser dans des structures où c'est très hiérarchique, très politique, avec des personnes douées qui n'ont pas avancé dans la hiérarchie puis qui ont des boss pour qui ça fait pas de sens parce que la personne est juste arrivée à cette position-là dans l'organisation parce qu'elle répondait plus vite, parce qu'elle parlait plus fort, parce qu'elle était plus charismatique. OK. Fait que ça peut créer un peu des non-sens. Puis... Parallèlement, ben, tu sais, des fois, quand on essaye d'avoir une relation gestionnaire-employé, quand son employé est doué, ben, ça peut venir chercher l'ego du gestionnaire consciemment ou non, tu sais, de dire « Ah, ben, il me challenge beaucoup, il a l'air plus intelligent que moi. Mm-hmm. »
Puis la personne douée... Un bon gestionnaire va faire la place à cette personne-là puis lui donner confiance, mais c'est pas toujours le cas, là. C'est ça, c'est pas toujours le cas, puis c'est pas toujours conscient. Puis les personnes douées, même peut-être qu'elles vont se retenir pour justement pas avoir l'air de comme vouloir brusquer l'ego puis de prendre trop de place puis de se nuire comme ça. Parce que des fois, c'est des relations plus malsaines ou toxiques qui ont eu lieu par avant qui font que tu bâtis certains mécanismes de protection. Des fois, c'est juste la game politique, il faut que tu la joues aussi. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, les games politiques, quand ça fait pas de sens, c'est un peu plus difficile à assimiler puis à avoir comme bénéfique pour l'organisation. Puis une game politique, je pense que c'est rarement bénéfique, là, mais malheureusement, il y en a dans beaucoup d'organisations. Puis j'ai eu tendance à observer beaucoup dans les plus grandes, là, parce que il y a plus de monde, fait que ça complexifie les dynamiques. Là. C'est ça. Mais OK, fait que c'est intéressant. Puis quoi d'autre dans nos processus, qu'on peut réfléchir, te parler de cohérence, de confiance, de peut-être réfléchir à qui on promouvoir, en tout cas, à qui on donne une promotion, puis de peut-être essayer de faire de la place à cette diversité-là. Il y aurait quoi d'autre? Il y aurait aussi au niveau des processus de tout ce qui est évaluation de la performance. Moi, évaluation de la performance, évaluation des compétences, je vais toujours le mettre avec le processus de développement des compétences. Oui, OK. Puis de se dire, OK, on va évaluer au niveau des compétences, au niveau de la capacité de la personne, puis on va développer un plan de développement des compétences sur mesure pour cette personne-là pour qu'elle puisse sentir qu'elle actualise son plein potentiel au travail. Tu sais, à l'école, souvent, tu vas voir l'enfant doué qui va aller plus vite que les autres. Bien, une des façons, c'est comme de lui donner un cahier de travaux complémentaires qu'il peut faire pendant que les autres avancent leur truc. Mais c'est un peu la même chose au travail. Tu sais, qu'est-ce que la personne elle peut développer de plus puis s'actualiser dans son plein potentiel dans le cadre de son travail. Puis quand on évalue après ça la performance ou les compétences, on va se demander aussi, OK, mais cette personne-là, dans la quantité et la qualité du travail qu'elle remet, est-ce que c'est équitable? OK. Souvent, tu vas voir quelqu'un de doué qui va abattre le travail dans la moitié du temps qui est quelqu'un d'autre. Fait que ça peut créer aussi un peu des sentiment d'iniquité par rapport au père de savoir que, tu sais, par exemple, la personne fait le double du travail, mais il a le même salaire. Mais ça, c'est des questions vraiment très larges dans le sens que même moi, je n'ai pas la réponse. Là. C'est vraiment complexe, mais c'est juste des choses, des fois, à prendre en considération dans les irritants qu'une personne peut vivre. Oui. Puis il y a la notion d'équité sur le salaire, mais il y a tellement de façons aussi de l'adresser. C'est si tu laisses... Exemple, on a appelé ça des projets parascolaires dans une ancienne vie. Puis la personne, peut s'épanouir, ça puis selon ses intérêts, tout ça, ça compte dans la rémunération globale. C'est de dire, OK, j'ai tant d'heures, je remets la même affaire, mais on m'offre des possibilités de développement, je m'épanouis, puis j'ai le même salaire. C'est correct. Ou, peu importe. Il y a beaucoup de manières, j'imagine, de l'adresser. Fait que, OK, puis développement, là, t'as nommé qu'il fallait réfléchir aussi à la rémunération. Mais ça, c'est tout le processus pour s'assurer qu'on est équitable, selon le rendement des gens, en fonction des valeurs, parce que est-ce qu'on veut faire une différence ou non, ça dépend des valeurs de l'organisation. Puis, y a-tu d'autres choses que tu nommerais dans les processus RH? Je dirais, tu sais, quand la personne... Puis là, c'est parce qu'on parle beaucoup autour de la nuance, puis il y a beaucoup d'autres différences qu'on peut apporter selon les types de profils aussi. Je voulais juste mettre ça sur la table. Mais dans le cas, par exemple, d'un gestionnaire doué, des fois, il peut y avoir au niveau de l'accompagnement de cette personne-là des discussions à avoir autour de relativiser ses standards de performance. Quelqu'un, par exemple, qui est doué, qui se ramasse pas qui se ramasse, mais qui évolue vers un poste, par exemple, de gestion un peu plus haut dans l'organisation, il peut avoir des attentes démesurées par rapport à son équipe ou ses employés parce qu'il se fie à ses propres capacités de performance. Fait que des fois, ça peut entraîner des situations où il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de taux de roulement, de burn-out dans l'équipe. On va voir des fois des cas où des personnes se font accuser de harcèlement psychologique. C'est juste que la perception, elle n'est pas la même. La personne, elle ne voulait pas, de façon malveillante, mettre trop de pression sur son équipe puis les faire péter aux frettes. Là. C'est vraiment pas ça le but. C'est juste que la perception, elle est complètement différente. Puis de ramener ça, puis de rééquilibrer pour dire, OK, est-ce que c'est correct si tu ne t'attends pas des autres ce que tu t'attends de toi-même? Puis de dire, OK, peut-être que ça, pour toi, c'est la norme, mais pour que pour les autres, c'est du perfectionnisme puis que c'est pas atteignable. Fait que de rééquilibrer ça aussi au sein des équipes quand on a un gestionnaire doué, ça peut être
Très nécessaire. Oui, puis toi, d'ailleurs, t'offres ce service de coaching. Fait que s'il y a des gestionnaires doués qui nous écoutent ou des gens qui disent peut-être que j'aurais besoin de coaching pour faire comprendre à mon gestionnaire ou à réfléchir à comment on peut adapter le milieu de travail, bien, tu pourras aider les organisations. Tu fais du coaching individuel aussi, oui, coaching, c'est ça, j'en prends l'individuel. Le but est vraiment de passer par l'organisation parce que ce qui arrive, c'est qu'en individuel, on va vraiment mettre 100% du poids de la responsabilité à la personne. Sur la personne, oui. Qui, elle, doit apporter ses solutions, doit essayer de faire adapter ça. Quand on entre par l'organisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on co-crée une relation, on co-crée une discussion entre gestionnaire puis personnes neurodivergentes, par exemple, puis on va pouvoir ensemble évoluer puis leur créer un environnement sécuritaire psychologiquement, puis leur créer cet espace-là pour, après ça, eux, trouver leurs propres outils, leurs propres solutions. Oui, puis ce que j'en comprends, c'est que ça a de toute façon un impact sur l'équipe, qu'il soit gestionnaire ou non. Fait que c'est intéressant de le réfléchir dans une dynamique organisationnelle aussi. C'est puis ça. J'imagine qu'on a plus qu'une personne qui est douée ou neurodivergente dans l'organisation, normalement. On parle quand même de 20 de la population, puis à peu près 2 de la population qui pourrait être douée. Puis, tu sais, je sors pas ça de mon chapeau utopique, là. Je veux dire, ce modèle-là, en Angleterre, existe. Il y a des entreprises qui font ça en Angleterre, justement, cette approche-là d'évaluer le milieu de travail, évaluer les personnes, c'est quoi leurs besoins, leurs défis, coacher, co-coacher, gestionnaire, employé. Tu sais, c'est un modèle qui existe en Angleterre qui fonctionne extrêmement bien. Mais au Québec, on n'est pas encore rendu là, malheureusement. Mais bon, peut-être qu'on peut accélérer un peu les choses. Des fois, on est inspirant sur certains blocs, puis on a peut-être du retard par rapport à d'autres pays sur d'autres. Mais c'est bien. Il y a des gens comme toi qui répandent la bonne nouvelle. Ah, c'est ça, on pollinise à tout vent. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a ton podcast, Les Neurodivertissantes. Vous publiez à chaque semaine un épisode sur le sujet. Il y a toi, il y a Solène qu'on a reçu au podcast, il y a Fran qui vient de joindre l'URL, j'ai vu. Oui, grande nouvelle. Vraiment. On a reçu Chloé en plus, donc il va falloir que je la rencontre un jour, Fran. J'ai jamais parlé. Oui. Et puis, est-ce que tu veux plugger? As-tu d'autres choses qui s'en viennent? As-tu des conférences, des webinaires bientôt? Écoute, j'ai ma formation que je vais lancer, Neurodiversité 101 pour les gestionnaires et gestionnaires des ressources humaines. Fait que comprendre un peu mieux, c'est la neurodiversité quoi, mais c'est quoi cette neurodiversité? Oui. C'est quoi les implications au niveau légal, au niveau des personnes, au niveau des risques psychosociaux dans les organisations? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Fait que oui, il y a ça qui s'en vient. Sinon, écoute, c'est toujours, je suis toujours sur LinkedIn, blog, j'essaie d'être partout. Ben oui, tu le fais très bien. Fait qu'on va inviter les gens à s'abonner à ton LinkedIn. Comme toujours, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Puis je te remercie, Mélissa, d'être venue jaser avec moi. Mais merci, ça a passé vite. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Puis tu reviendras. Coudon. Je suis sûre qu'on a d'autres. On reparlera plus de marque employeur un autre tantôt. Mais ça serait le fun, ça serait vraiment cool. Super. Merci. Puis à bientôt. Bye bye.